Alors attends, je vais juste faire un essai de voix pour voir un peu comment tu parles. Dis-moi comment tu t'appelles. Je m'appelle Sophie, j'habite à Paris, je déménage à Lyon bientôt. Et voilà, je sais jamais quoi dire. Ok, ça marche, c'est parfait. Je sais pas si tu te rappelles, la première fois qu'on s'est parlé, en fait, j'avais lancé un truc, je cherchais un blender sur Twitter et toi, tu m'as dit, ah bah oui, bah moi, lors de mon opération, c'était hyper facile pour ingurgiter. Je sais pas si tu te rappelles cette Oui. conversation. Oui, bah en fait c'était ma troisième opération en fait, et c'était juste après qu'on m'ait retiré la balle que j'avais dans le bassin. Et en fait, ouais, j'avais juste envie de boire des soupes et je pouvais juste manger liquide. Donc, quand je suis sortie de l'hôpital, ça a été un de mes premiers caprices. Aller chez Darty, acheter un blender et qui marche très bien d'ailleurs. Et alors moi, je savais pas du tout en fait que tu étais une victime quand on se parlait à ce moment-là. Et du coup, quand tu m'as dit oui, c'était plus pratique pour la balle, moi je croyais une balle de tennis. J'avais absolument vraiment rien compris. Et du coup, quand tu m'as dit bah oui, la balle que je me suis pris au Bataclan, j'avais vraiment, en fait, j'avais honte de te parler de mon blender en fait. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont comme ça, qui vont essayer, enfin, pas de se comparer, mais qui vont me dire, bah, ouais, mais du coup, mes problèmes comparés aux tiens. Et en fait, enfin, moi, j'ai jamais essayé de me comparer aux autres en leur disant, non, mais attends, moi, j'étais au Bataclan, ton problème, il me fait rire. C'est juste que, bah, j'ai pas eu de bol. J'y m'y suis retrouvée et voilà. Mais après, voilà, moi, quand on me parle enfin, quand les gens ont leurs soucis, je vais jamais avoir ce réflexe de minimiser parce que je sais très bien qu'à un moment donné, peut-être que, bah, il y a un truc qui peut être chiant pour une personne, ben, aurait pu être chiant pour moi aussi. Donc, je suis pas du tout dans à minimiser les gens et ce qu'ils vivent. Et je suis pas non plus dans la comparaison de ben toi t'as vécu ça et moi j'ai vécu ça. Enfin chacun a vécu ce qu'il a vécu et voilà. Est-ce que tu peux me dire là ta situation actuelle? Donc on est en 2018 et ça fait 12 ans que tu habites à Paris et tu vas déménager? Oui, je déménage à Lyon dans 4 jours. Donc je quitte Paris enfin parce que la vie est devenue la vie elle est devenue trop compliquée pour moi en fait. Je prends plus les transports, je prends que le bus, je vais plus à des concerts, je vais rarement à des expos, je vais pas trop au théâtre non plus parce que généralement j'ai tendance à paniquer et quand je vais au ciné du coup ben je fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'armes à feu et ça me change vraiment parce que avant le Bataclan, souvent je me faisais des marathons ciné. Je partais le dimanche matin à 9h, je rentrais à 21h et je voyais des films toute la journée. Et ça, maintenant, déjà, quand j'arrive à voir un film de 2 heures, je suis contente si j'ai pas passé une bonne heure à me retourner pendant tout le film parce que j'ai cru entendre un bruit, parce qu'il y a quelqu'un qui a bougé. Donc, j'espère que ce sera plus facile à Lyon, en fait. C'est quoi qui te fait peur? C'est le côté confiné ou c'est le côté Paris? C'est un mix des deux en fait. C'est être confiné à Paris. C'est vraiment c'est de me dire que je suis dans une pièce noire et que potentiellement des gens peuvent rentrer dans la salle et nous tirer dessus. Et c'est après quand je commence à m'imaginer des trucs comme ça, je sais que je pars en vrille et que j'arrive plus à avoir de côté raisonnable en fait. C'est vraiment pour moi il va se passer quelque chose, on va se faire attaquer et j'attends que ça arrive en fait. Et quand en 2015, est-ce que tu pensais que tu allais continuer à vivre à Paris ou est-ce que tu sentais que du coup, à un moment donné, il allait falloir que tu ailles ailleurs? Bah en fait en fait je me suis dit au début que ça allait passer. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était plus possible. Donc, mon copain qui est fonctionnaire, du coup, avait la possibilité de se faire muter. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. On a fait la demande là en décembre dernier, parce que moi, je lui avais dit que j'en pouvais plus et que voilà, il fallait qu'on parte. Et du coup, on a eu cette mutation qui est arrivée et ça a été meilleure nouvelle de 2018. Est-ce que du coup, pour les gens qui te connaissent pas du tout, notamment moi, je connais pas exactement ton histoire, tu peux me raconter, si tu as envie, ce qui s'est passé en 2015? En fait, en 2015, donc le vendredi 13 novembre, j'étais au Bataclan et j'étais au concert des Eagles of Death Metal. Et puis, il y a eu cette attaque. Donc, moi, j'étais dans la fosse, j'ai pris 2 balles
une dans la jambe, dans le mollet, qui m'a arraché la moitié du mollet. Donc j'ai une première cicatrice de 30 cm et il y en a une autre qui est passée par ma cuisse. Donc j'ai une deuxième cicatrice de 30 cm. Celle-ci, elle est restée dans mon bassin pendant 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, j'ai dû vivre avec des douleurs dans le bassin qui se bloquait, ce genre de choses. Et j'ai été opérée en mai 2017, on me l'a retirée. Et depuis, j'ai toujours mal, mais moins. Et mon bassin se bloque moins aussi. Est-ce que tu as des souvenirs de comment ça s'est passé ou très rapidement tu as perdu conscience ou... Non, j'ai jamais perdu conscience en fait. Je me souviens très bien de ce qui s'est passé. Je suis pas restée longtemps dans le Bataclan en fait. J'ai dû rester peut-être une demi-heure après le début des attaques. Quand ils sont montés au balcon en fait. Il y a eu un mouvement de foule dans la fosse et on a pu sortir. Et c'est comme ça que moi j'ai pu sortir en passant par la sortie de secours des toilettes. Mais si tu t'étais pris des balles, du coup, comment t'es arrivée à sortir? Je sais pas. En fait, j'étais avec une amie et qui elle n'a rien eu heureusement. Et en fait, quand ils sont montés, on a réussi à se lever. Je sais pas comment. On a couru. Et après, on s'est retrouvés sur le passage Amelot. Et après, on a pris le boulevard Voltaire. Et là, elle m'a mis dans un Porsche d'immeuble pour aller chercher des secours. Et vu que il y avait pas de secours à ce moment-là, du coup, c'est un Uber qui était en pleine course qui nous a prises et qui m'a amené à l'hôpital aux urgences. Et dans ce moment-là, j'imagine que tu étais dans un état de choc. Ouais, totalement. Enfin, à partir du moment où on est sorti, en fait, j'ai pas trop de souvenirs. Je me souviens quand on est sorti, je me souviens que je m'endormais dans le Uber, mais c'est tout. Ça reste flou. Et tu t'es réveillée du coup le lendemain à l'hôpital ou... Non. En fait, quand on est arrivé à l'hôpital, donc on m'a fait plein d'examens, on m'a fait des radios pour voir un petit peu ce qui s'était passé, comment ça allait sur mon état. Vers minuit et demi, on m'a dit qu'on allait m'opérer. Donc on m'a monté dans les salles à côté des blocs opératoires. Et en fait, vu qu'il y avait il y avait des gens qui arrivaient au fur et à mesure, j'ai attendu dans mon brancard toute seule jusqu'à 9h du matin qu'on m'opère. Et à ce moment-là, t'étais coupée du monde ou t'avais ton téléphone et tu pouvais appeler ta famille? En fait, j'ai pu appeler ma famille parce que j'étais avec mon amie qui a appelé ma mère et après j'ai appelé mon père. Donc du coup, j'ai pu les prévenir. Après, celle qui a gardé mon téléphone pour dire aux gens Sophie a été blessée mais ça va. Et en fait, j'ai pu récupérer mon téléphone le lendemain après mon opération. Donc le temps que je me réveille, il devait être peut-être 15h ou 16h. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu envie de savoir ce qui se passait ou au contraire tu t'es coupée du monde un peu? Non, je me suis coupée. En fait, j'ai fait un tweet, j'ai peut-être fait 1 ou 2 tweets pour rassurer les gens et puis j'ai mis un message sur Facebook pour dire aux gens, parce que j'avais reçu beaucoup de messages, donc pour leur dire je suis à l'hôpital mais ça va à peu près. Parce que les gens ils savaient que tu étais au concert? Ouais, j'avais mis une photo de l'ancienne devanture du Bataclan, quand avec les lettres ils écrivaient le nom des artistes qui se produisaient le soir. Et voilà, après j'avais dit à des gens avec qui j'échangeais régulièrement que j'allais au concert. Donc voilà, j'ai quand même essayé de les rassurer pour leur dire que j'étais vivante quoi. Et est-ce que toi t'as voulu regarder ce qui se passait ailleurs ou... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la magie des réseaux sociaux, quoi, c'est tu vas mettre un message pour dire que t'as survécu à un attentat, mais t'auras toujours des gens qui vont te dire ah mais tu fais ça pour te rendre intéressante ou ce genre de choses. Donc en fait, j'ai très vite coupé les réseaux sociaux et j'ai pas cherché à aller sur les sites d'information. Donc tout ce qui s'est passé à Saint-Denis après. Avec toute l'affaire Jawad, tout ça, je l'ai su des semaines plus tard. J'étais pas au courant de ce qui s'est passé pendant les 15 jours où j'étais à l'hôpital. En fait, après je me suis remise sur Facebook pour échanger avec mes amis. Mais sinon, je suis pas retournée sur Twitter, j'ai pas regardé les sites d'information, donc j'étais vraiment coupée des infos. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait eu d'autres attentats quand même?
Non, pour moi, il y avait que le Bataclan. C'est après que, c'est après en discutant avec les gens qui venaient me voir à l'hôpital, qui m'ont dit, en fait non, il y a eu aussi, il y a eu le Carillon, il y a eu la Belle Équipe, le Petit Cambodge, et il y a eu aussi à Saint-Denis. En fait, c'est des amis qui m'ont dit, qui regardaient le match. En fait, à ce moment-là, et qui m'ont dit, en fait, on a entendu un boom, et les joueurs se sont arrêtés, et après ils ont repris parce qu'il se passait rien. Mais c'est comme ça que j'ai appris aussi qu'il y avait eu quelque chose à Saint-Denis, parce que sinon, je savais pas. Et tu as fait un tweet que tu as épinglé sur ton compte Twitter. Tu peux me le dire? C'était vendredi 13. J'ai pas eu de chance. C'est vendredi 13, j'ai pas eu de chance, mais c'était aussi la journée de la gentillesse. J'ai pas eu de chance, j'ai pris une balle, mais c'était aussi la journée de la gentillesse, alors on m'a laissé vivre. Et en fait, c'est comme ça qu'en fait j'ai réussi à supporter en fait ce qui s'était passé. Je me suis dit qu'en en riant, ce serait le meilleur moyen de survivre en fait. C'est en faisant des blagues. Enfin, encore aujourd'hui, je fais des blagues. Après, j'ai plus de mal à admettre qu'on me fasse des blagues sur ce sujet-là. Souvent, je dis à mon copain, tiens, il est en train de se tirer une balle dans le pied, ou ce genre de choses. Et moi, je peux en rire parce que c'est mon histoire. Mais c'est vrai que si lui, par exemple, me fait une espèce de blague là-dessus, je sais que je vais me braquer, que je vais me crisper parce que j'ai du mal à admettre encore que les gens en rigolent de nos jours. T'étais déjà une grosse tweeteuse avant ou pas du tout, ou parce qu'aujourd'hui t'as quand même énormément de followers, et moi comme je te connais que d'après, je ne sais pas si en fait t'étais déjà très active sur les réseaux sociaux et que du coup ça a été la normalité, ou en fait c'est à partir de ce moment-là peut-être que ça t'a aidé. En fait j'avais peut-être, je sais pas, je crois que j'avais entre 100 et 300 followers, je suis pas sûre. Et en fait j'ai fait mes tweets, et puis un jour j'ai vu que j'avais 7000 et quelques abonnés. J'étais, mais ça fait très bizarre en fait. Ça fait vraiment bizarre. Après, ça fluctue, hein. Je perds beaucoup de followers et puis j'en récupère selon. Après, c'est Twitter, c'est les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que je m'attendais pas. Enfin, j'avais pas fait ça pour le buzz. J'avais pas fait ça pour récupérer des followers ou quoi que ce soit. Ça a été. Je suis restée pareil en fait. Ça a été j'ai pas de ligne éditoriale en fait parce que, je tweete ce qui me passe par la tête, et à ce moment-là, c'était ce qui m'était passé par la tête, et c'est ce qui a fait que j'ai eu plein de gens tout à coup qui sont arrivés. Et tu tweets énormément sur les attentats, sur le terrorisme et sur aussi des coups de gueule. Par exemple, je sais pas, le dernier en date que j'ai, c'est tu as voulu aller te recueillir au Bataclan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai une personne qui est dans les associations qui s'appelle Aurélia qui m'a expliqué qu'en fait les community managers du Bataclan apparemment ne répondent pas aux mails qu'on leur envoie via leur site. Donc elle m'a donné un mail de la direction du Bataclan, et j'ai pu y aller. Du coup on a échangé par mail, ils m'ont juste demandé que si l'association, si Aurélia pouvait vraiment dire que j'avais bien été au Bataclan, que j'étais vraiment victime, parce que je pense qu'ils sont sollicités par plein de gens qui sont pas victimes pour y aller. Donc j'ai pu aller à l'intérieur, j'ai pu me recueillir. Par contre, on n'a pas le droit de faire de photos. J'ai pas le droit de faire de photos à l'intérieur. T'aurais voulu faire une photo? Ouais, j'aurais bien aimé faire une photo pour me dire la dernière image que j'ai du Bataclan, c'est ça, même si je me souviens de comment il est maintenant. J'aurais bien aimé avoir une photo pour les soirs où je pense que où je me rappelle de la fosse avec plein de gens allongés, et, voilà. J'aurais bien aimé avoir ce souvenir-là, mais en soi c'était pas grave. J'ai pu y aller, j'ai pu poser des bougies, j'ai pu faire ce que je voulais faire, donc ça reste cool. Et en plus de ça, c'était une sorte de défi pour toi de le faire, parce que tu savais pas si t'allais y arriver, non? Quand je me suis retrouvée sur le boulevard Voltaire, j'étais pas très bien. Quand je me suis retrouvée devant le Bataclan, j'étais encore moins bien.
Et quand je suis rentrée dedans, j'ai fondu en larmes. Enfin, ça a été vraiment, vraiment très dur. Et le mec de la direction du Bataclan a été adorable. Il nous a donné à boire. On a pu discuter avec lui, on a pu échanger. Donc, quand je me suis retrouvée dehors après, enfin, j'avais vraiment l'impression que j'avais un poids qui s'était enlevé de mes épaules et que j'avais pu. Enfin, ça a été une grosse fierté de pouvoir le faire en fait. Donc, mais ça a été dur. Même là, encore aujourd'hui, je suis même pas sûre que je pourrais y retourner là tout de suite. Je l'ai fait une fois et c'est déjà bien. T'étais accompagnée de qui? J'étais avec Julie, qui était au Bataclan aussi, et avec une amie à nous qui avait perdu quelqu'un là-bas. Donc on a pu y aller toutes les trois et c'était cool. Julie, c'est ta copine avec qui t'étais, qui t'a... Non. C'est quelqu'un avec qui j'échangeais avant sur les réseaux, sur Twitter, et on a gardé contact et voilà. Mais non, j'étais pas allée avec elle. Et ton amie avec qui tu es toujours en contact avec elle ou... Oui. D'ailleurs, on dîne ensemble demain soir. Donc, on se voit toujours. Le Bataclan, quand tu as fait cette demande d'aller te recueillir, ils ont demandé quand même un peu vérification pour savoir si tu étais une vraie victime. Parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, quand on parle des victimes des attentats, que ce soit le Bataclan ou Nice, il y a une méfiance. Parce qu'il y a des gens qui ont usurpé des identités de vraies victimes ou... Pas usurpé, mais ils ont dit qu'ils y étaient en fait, ouais. Ils ont dit qu'ils y étaient, qu'ils ont été blessés ou pas, ça dépend. C'est quelque chose que je comprends pas et qui m'énerve profondément en fait, parce que c'est des gens qui, au-delà de l'aspect monétaire, parce qu'ils ont touché de l'argent quand même du fonds de garantie, donc il y a toute cette arnaque monétaire. C'est vraiment le côté moral et qui me dépasse en fait. C'est comment on peut dire qu'on a vécu ce que nous avons vécu, aller faire des interviews, aller faire des photos, se faire passer, être super actif dans les associations. Et dire bah ouais, j'y étais, et par rapport à nous, par rapport aux familles des victimes, hein, des gens qui ont perdu quelqu'un au Bataclan ou même aux terrasses, je trouve ça ignoble, quoi. Ça m'énerve vraiment. Et tu parlais il y a eu un article dans l'AFP où il y a une nana qui s'est fait passer, etc. Et est-ce que tu connais des gens qui la connaissaient? Je connais des gens qui la connaissaient en effet et qui m'ont dit que de base c'est quelqu'un qui n'allait pas bien, c'est quelqu'un qui avait des problèmes et ce genre de choses, mais j'arrive pas à avoir d'empathie pour cette personne en fait. Moi, si je me retrouvais en face d'elle, je pense que je pourrais la frapper parce que cette fille, cette fille en particulier, elle a dit qu'elle s'était pris une balle dans le bras, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle a fait des photos pour dire que avec l'AFP, c'était un reportage sur les tatouages de la reconstruction, et moi j'ai fait 2 tatouages après le Bataclan pour me reconstruire, pour m'aider, et moi ça m'a vraiment aidé, ça m'a aidé à pas accepter mon corps parce que c'est encore compliqué et qu'il faut encore que j'accepte ma jambe et tout ça, mais voilà, ça m'a aidé déjà à regarder ma jambe. J'ai quand même, tu vois, j'ai 2 cicatrices de 30 cm sur la jambe. Il faut accepter, il faut arriver à vivre avec ça, et qu'elle vienne et qu'elle dise qu'elle y était, qu'elle a fait un chemin de reconstruction qui est faux, qu'elle n'a pas fait. Je comprends pas. Mais ces gens-là, du coup, n'avaient pas de cicatrices, donc non, ça paraissait pas bizarre aux journalistes. Après, je sais pas, parce que voilà, moi j'ai pas échangé avec les journalistes, mais c'est vrai que les gens des associations, c'est des gens comme toi et moi, c'est des gens souvent qui ont vécu ça, ou qui ont qui savent ce que c'est la douleur d'être blessé ou de perdre quelqu'un, ou même d'y avoir été et de devoir vivre avec ça après, et c'est des gens qui partent du principe que quand on leur dit j'y étais, ils vont nous faire confiance. On est sur un principe de confiance
naïve peut-être un petit peu, et parce que ouais, même moi encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire, bah tiens, il y a des gens qui se disent, ben je vais dire que j'y étais, je vais récupérer de l'argent, je vais me faire plaindre, je vais faire des interviews, je vais aller chercher de l'attention. Je trouve ça hyper violent en fait. Et toi, quels sont tes tatouages justement? Alors, moi j'ai fait un tatouage sur ma cuisse gauche, c'est une Katrina, parce que en fait, c'était un tatouage que je voulais me faire depuis longtemps, et qui n'avait pas forcément de signification pour moi. C'était des tatouages que je trouvais très beaux. Et après le Bataclan, je me suis renseignée parce que je voulais me faire tatouer. Et du coup, je me suis renseignée vraiment sur la signification de la Catrina. Et donc, j'ai vu que dans le folklore mexicain, c'était vraiment signifié que face à la mort, on est tous égaux. Ce qui était totalement le cas au Bataclan pour moi. Et après, j'ai fait un tatouage sur mon pied droit. Donc, c'est le pied c'est le pied de la jambe où j'ai été blessée. Et c'était un tournesol parce que c'est ma fleur préférée. Et que dans le symbole des fleurs, ça veut dire j'illumine ta vie. Et du coup, il fallait que j'arrive à regarder ma jambe. Donc, voilà, je me suis fait un tatouage là. Parce que beaucoup de gens m'avaient dit, mais pourquoi tu te fais pas tatouer sur tes cicatrices? Pourquoi tu... Il y a plein de gens qui me disaient tu peux les rendre belles en fait les cicatrices, et moi je voulais pas en fait. Je voulais pas tatouer mes cicatrices parce que je voulais pas les rendre belles, parce que parce que pour moi rendre mes cicatrices belles, c'était cautionner ce qui m'était arrivé, et je cautionne pas ce qui m'est arrivé. Donc du coup, je laisse mes cicatrices comme elles sont. Je sais que d'ici quelques années, je pourrais éventuellement faire de la chirurgie réparatrice, mais bon, ça je verrai à ce moment-là. Mais pour l'instant, il n'est pas question d'y toucher. Ouais, tu serais plutôt dans le sens de les gommer ou de les faire disparaître? Totalement. C'est plus ça que de... Si je les avais fait tatouer ou si j'avais fait des tatouages autour, ça aurait potentiellement pu vouloir dire que je pouvais pas les faire ensuite, les faire disparaître, et même si j'avais pu, ça aurait fait un espèce de trou au milieu, enfin ça aurait été moche, donc je les laisse comme ça pour l'instant. Je fais un saut en arrière. Quand tu étais dans le lit d'hôpital, tu me dis qu'il y a plein de gens qui sont, si tu veux en parler, tu me dis qu'il y a plein de gens qui sont venus te voir, mais que c'était pas très naturel. Non, en fait, c'est... Enfin, il y a eu des gens avec qui j'étais plus vraiment en contact et qui sont revenus, et avec qui, bah, du coup, maintenant, je suis restée très en contact. Donc, ça a pu avoir cet effet positif. Mais il y a eu aussi l'effet de gens de qui j'ai quasiment pas... Enfin, avec qui j'avais plus forcément de contact, qui sont arrivés dans ma chambre d'hôpital, qui sont mis à pleurer en me voyant, en me disant « Non, mais t'as failli mourir, tu te rends compte ce qui t'est arrivé ?» Et c'était super gênant parce que c'était des gens, y en a certains, j'avais eu du mal déjà à leur remettre un prénom, à leur remettre un prénom sur leur visage, et qui utilisaient surtout ce qui m'est arrivé comme, enfin, j'avais l'impression d'être un peu la caution attentat. Des gens, c'est ah bah oui, moi j'ai une amie qui était au Bataclan, donc je connais, enfin voilà, c'était un petit peu pour briller en société. Oui, je connais quelqu'un qui a été blessé, donc ça m'a vraiment gênée. Et il y en a même un qui allait jusqu'à te prendre en photo? Ouais, qui avait fait un selfie avec moi et qui l'avait mis sur Facebook. Donc du coup, j'avais contacté Facebook pour leur dire bah non, je veux que cette photo soit supprimée. Donc ils avaient été assez sympas pour le faire. Donc ça, c'était cool. Comment s'est passé T'es resté combien de temps à l'hôpital, et comment s'est passé ton retour dans ta maison, dans ton appartement ensuite? Je suis restée 12 jours exactement à l'hôpital. Ma mère est venue me chercher, donc je suis rentrée à Lyon après avec elle. Donc je suis pas retournée chez moi tout de suite. Je suis restée chez ma mère une dizaine de jours, je crois une bonne semaine et demie en tout cas, parce que je voulais être loin de Paris. Je voulais pas revenir tout de suite. Et puis quand je suis revenue chez moi, j'ai un ami qui est resté avec moi pendant quelques jours. Pour que je sois pas toute seule au début pour revenir, et puis et quand je me suis retrouvée toute seule, ben ça a été c'était pas vraiment un rythme de vie parce que c'était plutôt un non-rythme. Je dormais pas la nuit, j'attendais que l'infirmière arrive le matin.
Après, j'avais l'infirmière, j'avais mes soins. Le temps que j'arrive à prendre une douche, c'était un peu compliqué, donc ça m'amenait souvent vers entre 11h et midi. Et puis après, j'arrivais à dormir quelques heures l'après-midi, mais je dormais la journée en fait. Donc ça a été ça pendant quasiment tout le mois de décembre, janvier, février en fait. Et qu'est-ce que tu faisais la nuit? Pas grand-chose. J'attendais que ça passe. Je regardais des vidéos sur YouTube. Je regardais des épisodes de Daria aussi. Mais je faisais pas... Des choses pour te changer les idées plutôt. Ouais. En fait, la nuit, c'était vraiment compliqué. Je luttais contre le sommeil parce que je sais que si je m'endormais, généralement, je faisais des cauchemars et j'avais pas spécialement envie d'en faire. Donc, j'avais des calmants, mais ça marchait pas forcément. Donc du coup, j'étais vraiment en lutte contre le sommeil la nuit. Donc, je regardais des vidéos, je lisais un petit peu, voilà. Est-ce que tu t'es fait suivre psychologiquement par quelqu'un tout de suite ou t'as eu envie après? J'ai vu une psy à l'hôpital qui partait en congé maternité, donc je l'ai vue qu'une fois. Après, donc quand je suis rentrée à Lyon, donc j'avais appelé la cellule médico-psychologique qui était censée nous trouver des psys, qui m'a dit on reviendra vers vous quand on a un psy de disponible. Là, ils sont tous très pris, voilà. Et le jour où je suis rentrée, le jour où je suis rentrée à Paris, je les ai rappelés en larmes parce que ça allait pas du tout et que j'avais peur. En fait, je devais reprendre le train toute seule cette fois-ci. Et en fait, ils m'ont raccroché au nez en me disant rappelez quand vous serez calmés. Donc voilà. Donc je suis rentrée à Paris et il y a eu la cellule donc, qui m'a rappelée pour me dire qu'il m'avait trouvé un psy dans mon secteur. Donc moi j'habitais dans le 18e et mon secteur apparemment c'était Necker dans le 15e, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était la grosse galère. Donc j'y suis allée et le psy s'est endormi pendant que je lui parlais. Donc on a repris rendez-vous et puis en fait je suis pas allée au rendez-vous parce que voilà, parler à un psy qui dort ça m'intéressait pas forcément, j'en avais pas besoin. Donc comment c'est possible en fait? En fait il dormait. Je sais pas. Tout le monde m'a dit qu'il devait être fatigué. J'étais oui, moi aussi j'étais fatiguée, mais c'était assez improbable. Donc du coup je suis pas allée au deuxième rendez-vous et en fait il m'a jamais rappelé, donc je me suis dit que bon, c'était pas forcément si grave. Et j'ai trouvé un psy après dans le 18e, pas très loin de chez moi, qui était très gentil, hein, mais qui me disait qui était très dans la culpabilisation en fait, qui me disait non mais vous culpabilisez pourquoi, estimez-vous heureuse d'être vivante, vous avez eu de la chance. À un moment je me rappelle qu'il m'avait dit regardez des films de Charlie Chaplin, ça vous changera les idées. Non, enfin... Mais et ça a été une réaction dans ton entourage récurrente, des gens qui te disent mais t'as de la chance, estime-toi heureuse, ou c'est vraiment cette personne-là? Non, dans mon entourage, au bout d'un moment, ça a été plutôt passe à autre chose. C'est bon, c'est passé, c'était il y a longtemps, passe à autre chose. Mais on m'a jamais culpabilisée, au contraire. Enfin, c'est moi qui étais plutôt dans la culpabilité de pas comprendre pourquoi moi je vivais et pourquoi moi j'étais vivante et pas d'autres. Voilà. Enfin voilà, c'est ce qu'ils appellent la culpabilité du survivant. Mais et du coup c'est mon entourage qui comprenait pas, qui me disait mais non tu peux pas penser ça, c'est bien, t'es vivante, c'est une bonne chose. Enfin eux ils étaient plutôt dans le non c'est bien et pas dans le non mais estime-toi heureuse. C'était... Et quand ce psy t'a dit ça, toi t'as pensé quoi? Je suis partie, j'étais un peu en colère. Du coup, j'ai annulé tous les rendez-vous d'après parce que je voulais plus y retourner. Et à ce moment-là, via les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui était au Bataclan qui m'a dit mais écoute, moi j'ai une psychothérapeute qui est super bien, qui travaille gratuitement avec les gens qui étaient au Bataclan et qui fait de l'EMDR. Et c'est comme ça que j'ai fait de l'EMDR pendant 6 mois. Alors, l'EMDR, je sais plus ce que ça veut dire. C'est un acronyme, je me rappelle pas. Mais c'est un principe où, en fait, c'est une espèce de thérapie qui est basée sur le mouvement des yeux, qui avait été inventée par une psy aux États-Unis et qui avait déjà soigné notamment des soldats qui revenaient du Vietnam. Comme ça. Et en fait, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a permis de redormir la nuit. Ça m'a permis de faire moins de cauchemars. Et... ça m'a permis de reprendre le bus. Donc,
c'est grâce à cette psy en fait que j'ai pu retrouver un minimum d'hygiène de vie. Donc ça a duré pendant 6 mois. Qu'est-ce qu'elle te faisait faire comme exercice ? En fait, c'était à chaque séance, on focalisait sur quelque chose, soit sur un élément du Bataclan qui me gênait, soit sur un élément de ma vie de tous les jours qui me gênait aussi et qui était problématique. Et en fait, on se concentrait sur cette image-là et en fait, avec ses doigts, elle les baladait devant mes yeux. Et moi, je suivais le mouvement de son doigt et on faisait ça pendant 1 heure. Et ça fonctionne. Moi, j'y croyais pas au début, et puis quand elle m'a dit alors voilà, on va faire ça comme ça, et elle m'a dit je sais que vous êtes dubitatif, mais vous verrez, et en fait ouais, ça marche, et c'est vachement bien. Et du coup, est-ce que tu as eu envie de discuter avec d'autres victimes ? J'ai échangé avec certaines. Je suis d'ailleurs toujours sur le groupe Facebook de Life for Paris. J'ai été adhérente de 13 11 15, mais il y a eu un moment où j'ai senti que ça me faisait pas forcément du bien d'être tout le temps dans l'échange avec eux quand eux n'allaient pas bien, ou même quand moi j'allais pas bien. C'était ça faisait vraiment du bien au début de pouvoir parler avec eux, de leur dire tiens, voilà, cette nuit j'ai fait des cauchemars, et puis il y a ce souvenir là en particulier qui me gêne, ou ce genre de choses. Au début ça faisait du bien parce qu'on pouvait échanger, on avait tous notre expérience, et du coup on se soutenait les uns les autres, et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que moi en fait ça me maintenait la tête sous l'eau, et que ça me faisait pas forcément du bien d'avoir des notifications de quelqu'un qui disait qu'il allait mal, ce genre de choses là, et je me suis rendu compte que j'avais déjà tellement de mal à gérer moi-même ma souffrance et gérer moi-même ce que j'avais vécu, qu'à la fin j'y arrivais plus en fait. Donc de temps en temps je retourne faire un coucou, où il y en a certains avec qui j'ai gardé contact, notamment il y a Emmanuel qui était vice-président de 13 11 15, Emmanuel Domenac, qui est toujours. On échange de temps en temps, et on discute d'autres choses en fait qui n'ont rien à voir. Ou il y a Julie avec qui on s'est fait un ciné en plein air. Du coup c'est essayer de retrouver une vie en fait, même si ces gens ils feront toujours partie de ma famille étendue, parce que voilà, on est une espèce de grosse famille cabossée, et entre nous il faut qu'on se soutienne, et s'ils ont besoin, je serai toujours là pour eux, et je pense que c'est réciproque, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai vraiment besoin de prendre mes distances. Et donc, tu as fait cette thérapie qui t'a aidé à redormir, et tu avais un travail à l'époque, ou comment ça s'est passé ? Parce que du coup, plutôt pour parler de la reprise de la vie entre guillemets normale, est-ce que c'est possible ? Oui. Je pense que oui, c'est possible. Moi, l'emploi que j'avais quand j'étais au Bataclan, je travaillais dans l'aide à la personne. Je faisais de la gestion de planning, d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie. Donc, c'était surtout des personnes, c'était surtout un public âgé, un public handicapé. Donc, c'était des personnes qui étaient souvent amenées à décéder de maladies, de vieillesse, ce genre de choses. Donc, j'ai quitté mon emploi en février parce que je savais que je n'y retournerais pas, que je pourrais pas gérer. Donc je suis restée un petit peu au chômage. Après j'ai eu un premier CDI où ça s'est pas très bien passé, donc on n'a pas continué ensemble. J'ai encore eu du chômage. Après j'ai eu un CDD de 3 mois. Où là ça a été une vraie reprise de la vie active, à devoir aller travailler en bus, ou à l'époque je prenais un peu aussi je prenais aussi des Vélib, c'était assez pratique, c'était pas très loin de chez moi. À la fin du CDD, j'ai eu un autre CDI qui s'est mal passé, donc pareil. Et enfin, après ce CDI-là, j'ai eu un CDI que j'ai occupé jusque-là récemment, où je suis restée pendant quasiment 2 ans. Et si ça se passait mal, ça n'avait rien à voir avec ce que tu avais vécu, ou ça avait à voir ? Le premier CDI, ça a eu plus ou moins à voir, puisqu'on m'a dit que, en fait, j'avais encore ma béquille à cette époque, et en fait, on m'avait dit que ça mettait mal à l'aise les gens de voir ma béquille, et que du coup ça leur rappelait ce qui s'était passé. Donc c'était la version officieuse. La version officielle, c'est que j'étais mal formée.
Enfin, qu'il n'y avait pas eu de formation, tout ça. Donc voilà. Et l'autre CDI où ça s'est mal passé, c'est juste que j'étais dans une entreprise où les patrons étaient complètement tarés et où du coup, le dernier jour de ma période d'essai, ils m'ont dit non, bah, on arrête. J'étais ok, ça me va. Donc, voilà. Et quand tu t'es présentée à ces différents jobs après ce qui s'est passé, est-ce que tu en parlais dans les entretiens ou est-ce que c'est quelque chose qui venait rapidement avec les collègues ou c'est quelque chose que tu taisais? Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours dit en entretien, j'ai toujours été transparente parce que j'avais toujours mes douleurs et que je savais qu'à un moment j'allais devoir me refaire opérer. J'avais pas de date précise, mais je savais que ça allait arriver. Donc, du coup, je l'ai toujours dit que. Puis même, quand les gens me disent, tiens, vous avez quitté un CDI, pourquoi? Je préfère être honnête. Donc voilà. Après, avec mes collègues, ça dépendait avec lesquels en parler. Il y en a certains avec qui j'étais très à l'aise, avec qui je m'entendais très bien, donc ça avait été, voilà, on en avait discuté. Et il y en a d'autres après, il y a eu des fois, là dans mon dernier emploi par exemple, où c'est sorti parce que j'avais un collègue qui était un peu spécial et qui aimait bien faire des blagues dessus. Et un jour je lui ai dit, faut que t'arrêtes. Parce que là, c'est pas drôle et que t'es blessant. Et voilà, et le mec qui réagit en disant, non, mais qu'est-ce que t'en sais? Je lui dis, parce que j'y étais. Et du coup, ça l'a un peu calmé. Donc voilà, mais c'est pas quelque chose dont j'ai honte, en fait. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire. Donc s'il faut que ça arrive sur le tapis, ça arrive sur le tapis. C'est pas, je m'en cache pas, quoi. De toute façon, c'est aussi sur tes réseaux sociaux, donc. Oui, aussi. Après, mes réseaux sociaux, je fais en sorte que mes employeurs n'y aient pas accès. Donc, je suis en privé et je dis pas que j'ai un compte Twitter. Donc voilà. Et je parle pas de mes entreprises, je mets pas de nom d'entreprise non plus, comme ça au moins je suis sûre qu'ils me retrouveront pas. Est-ce que ça a changé ton rapport avec tes amis, et j'élargirais aussi à les potes, enfin les gens qu'on côtoie, qui sont pas forcément des amis de toujours, mais... Oui, enfin dans mon groupe d'amis proches, ça a vraiment resserré les liens. Je suis sortie de l'hôpital un mercredi et le jeudi soir c'était Thanksgiving, et en fait on a fêté Thanksgiving avec mes amis. Donc c'est un peu notre tradition. Donc ça a resserré nos liens. Après, ça m'a permis aussi de couper les ponts avec des gens avec qui j'avais plus forcément envie d'être en contact, qui était pas forcément toxique, mais avec qui je me suis rendu compte qu'on s'était vraiment éloigné, qu'on n'avait pas forcément on n'avait plus grand chose à se dire, et du coup plutôt que je me suis dit, j'ai vraiment eu une espèce de révélation, comme dans les films où on se dit voilà, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, et je me suis dit c'est vrai en fait. Et le fait de vivre ça, ça m'a permis de faire le ménage parmi les gens et de vraiment garder les gens que j'aime, et les gens que j'avais envie d'avoir près de moi, vraiment de les avoir près de moi, quoi. C'est-à-dire que tu voulais plus aussi peut-être perdre du temps avec des choses qui étaient finalement futiles? Totalement. C'est totalement ça. Je vois les problèmes qui me paraissaient insurmontables à l'époque. Du coup, maintenant, c'était mes problèmes de cœur qui étaient insurmontables, qui étaient horribles. J'en pleurais limite tous les soirs et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si grave que ça, en fait. C'était qu'un garçon qui, accessoirement, est mon copain à l'heure actuelle. Mais voilà, ça permet de relativiser sur plein de choses, en fait. Sur des problèmes, je sais pas... J'ai même plus d'idées en tête tellement ça me paraît loin tout ça, et où maintenant je sais que par exemple mon déménagement actuel, à une époque j'aurais été en panique totale, j'aurais hurlé partout, je me serais arraché les cheveux, et là en fait je le prends avec beaucoup plus de flegme, parce que je sais que c'est qu'un déménagement, que c'est pas grave, et que c'est plus facile à aborder quand on relativise, quoi. Est-ce que ça t'arrive quand même toujours d'avoir des prises de tête sur des choses un peu débiles, quoi? Oui, je reste un humain. Donc oui, bien sûr. Oui, l'autre jour, je me suis énervée à Carrefour parce qu'il n'y avait pas les salades que j'aimais, et que j'ai fait un scandale, alors que c'est pas grave. J'en ai pris une autre et qui était aussi bien. Mais ouais, non, je me prends toujours la tête sur des trucs futiles, mais j'arrive à relativiser plus facilement qu'avant.
Un jour, tu as fait un tweet, alors je me rappelle plus du tout à quelle période c'était et exactement les mots, mais en fait, tu disais que beaucoup de gens de ton entourage disaient que tu avais de la force, du courage, etc. et que toi, en fait, t'avais pas du tout cette impression-là et que, en fait, t'étais très mal depuis 2 ou 3 ans et que ça passait pas. Et enfin, ça m'avait énormément touchée. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a poussé et ce que tu as dit exactement? Je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, mais c'est vrai que en fait mon entourage m'appelle Wonder Woman maintenant. J'ai même le tatouage et tout. Enfin, c'est vrai que tout le monde m'a comparé à Wonder Woman en me disant déjà que j'étais bulletproof et que en plus j'avais de la force, tout ça. Et mais en fait, moi je voyais pas ça comme ça. En fait, moi c'est la façon dont je vois les choses. C'est juste que j'essaye de survivre depuis presque 3 ans. C'est que j'essaye de récupérer un semblant de vie normale, que j'essaye même moi, hein, des fois, de me donner l'illusion que ça va, alors que je sais que je vais pas bien. Et que parce que je fais encore des cauchemars, parce que j'ai pas la vie que je vis pas une vie normale pour moi. Je trouve pas normal de sortir quand je vais à un concert et de fondre en larmes et de demander aux agents de sécurité de m'accompagner aux toilettes parce que je me sens mal, et que de pas pouvoir prendre le métro, de pas pouvoir m'approcher du 11e parce que c'est l'angoisse, enfin, c'est plein de petits détails en fait, mais qui en fait, mis bout à bout, en fait, ces petits détails, ils forgent ma vie actuelle et ils font que je vis en fonction de ces détails-là et que c'est pas ces détails-là qui s'adaptent à moi en fait. Donc c'est hyper dur, c'est hyper dur à vivre. Et puis après, faut vivre avec les souvenirs, c'est voilà, c'est très dur. Et même si j'ai plein de choses super positives dans ma vie, j'ai mes amis, j'ai mon copain, j'ai mon chat, j'ai mon déménagement qui arrive, je sais que il y a ça qui est toujours là en fait, qui est là pour contrebalancer, qui à chaque fois que je me réjouis d'un truc, et ben après j'ai une espèce de chape qui arrive et qui me dit ouais non mais rappelle-toi qu'il y a ça aussi. Et c'est pour ça quand mon entourage me dit ça, ça me touche vraiment parce que ça me permet ça fait chaud au cœur en fait de se dire voilà, il y a des gens en fait qui ont quand même cette vision positive, et ça permet de puiser un peu dedans en fait, et de se dire non, tout va pas si mal, mais voilà, je vis avec une espèce de dépression depuis presque 3 ans qui part pas quoi. Et quand tu dis que tu fais des cauchemars, c'est assez régulier, et c'est quoi, c'est tu repenses les scènes? Alors, j'en fais régulièrement, ouais. J'en fais facile 2 à 3 par semaine. Après, ça dépend. C'est ça va être soit revivre des choses que j'ai vues là-bas. Ça va être soit, par exemple, je sais plus quand, je devais aller au parc Astérix avec des amis. La nuit d'avant, j'ai rêvé qu'on était au parc Astérix, mais qu'on se faisait attaquer là-bas. Ça s'adapte en fait. Et du coup, ça change ton quotidien? Est-ce que tu y allais le lendemain Non, j'y suis quand même allée. J'étais pas sereine, mais j'y suis allée, et puis au fur et à mesure de la journée, ça commençait à aller mieux, et du coup, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu penses que tu as le syndrome du stress post-traumatique? Ou, enfin, je sais pas si tu vois ce que c'est. J'imagine que tu en as entendu parler par des psys. Ah, je sais que je l'ai. Je suis en plein dedans. C'est une des premières choses qu'on m'a diagnostiqué en fait quand j'ai vu des psys. C'était vraiment je sursaute au moindre bruit. Quand je suis en hypervigilance, tout le temps. J'ai plein de symptômes qui font que je suis dedans. Ouais. Et pour ça, qu'est-ce que tu essayes de faire pour le traiter? Je ne sais pas si ça se traite, ou est-ce que tu es toujours suivie par la méthode dont tu m'as parlé tout à l'heure? Non, je fais plus de MDR parce que la psy que je voyais, elle est partie à la retraite. Donc du coup, après, j'ai vu d'autres psys. Et en fait, il y a eu la période où on m'a mise sous calmant. Il y a eu une période où on m'a mise sous antidépresseur, mais ça marchait pas bien. Pourquoi ça marchait pas? Les antidépresseurs, j'ai pas aimé ça en fait.
En fait, j'avais l'impression d'être dans une bulle de coton et de plus avoir d'émotion. J'arrivais plus à rire, j'arrivais plus à pleurer, je m'en foutais de tout en fait. Mais je savais que j'étais malheureuse. Ça a été vraiment un traitement qui n'a pas marché. Et quand j'ai arrêté les antidépresseurs, la première fois où j'ai pleuré, j'étais ravie quoi, de me dire, j'ai des émotions, j'arrive à pleurer, donc du coup, j'ai plus voulu prendre de médicaments. Parce que voilà, j'aime pas ça. Donc du coup j'en ai parlé avec les psys que je voyais, mais c'est aussi le temps qui passe, qui fait que ça passe au fur et à mesure, et voilà. Ouais, je me rappelle ce qui était touchant dans ton message. En fait, c'est que en fait, tu disais que ça passait pas et que même 3 ans après, comme tu dis, les gens au bout d'un moment pour te tirer vers le haut, j'imagine que c'est pour des bonnes intentions. Ils te disent c'était il y a 3 ans, il faut tourner la page, mais en fait, pour toi, c'est tout frais. Moi, en fait, j'ai l'impression que c'était encore hier, quoi. Ou avant-hier maintenant, mais ouais. Quand j'en discute, quand j'en ai discuté avec des proches à moi qui me disaient mais je comprends pas, pourquoi tu penses encore à ça, c'est parce que moi c'est mon quotidien en fait. C'est mon quotidien, il est rythmé par maintenant moins, mais à une époque c'était le lundi j'avais kiné, le mardi j'avais psy, le mercredi j'avais encore kiné, après j'avais les infirmières. C'est un quotidien qui est lourd, et puis moi j'ai ma jambe qui est là pour me rappeler tous les jours que j'ai vécu ça. Donc quand on me dit même si comme tu dis, c'est fait avec les meilleures intentions du monde, hein, les gens ils disent pas ça, ils me disent pas ça pour me dire écoute là tu nous fais chier avec tes problèmes, arrête. C'est vraiment pour me dire mais non, regarde, passe à autre chose maintenant, c'est loin derrière toi, mais en fait non. À partir du moment où j'en fais toujours des cauchemars, où je me rappelle toujours très bien de ce qui s'est passé et que ça passe pas, pour moi c'est frais encore. C'est pas demain que je vais oublier ça, quoi. Et l'amie avec qui tu étais, qui a vécu ça avec toi, est-ce qu'elle a aussi les mêmes difficultés? Est-ce que vous le vivez de la même manière? Le côté, revivre après ça, quoi. Je peux pas parler pour elle, mais on l'a pas vécu de la même façon. Et vous en parlez entre vous, ou c'est pas trop un sujet que vous abordez, peut-être? On en parle, mais pas beaucoup. On évite le sujet. Et t'avais un copain à l'époque où ça s'est passé, ou tu l'as rencontré après? Non, je le connaissais d'avant et on s'est mis ensemble après. Et lui justement, est-ce que qu'est-ce qu'il fait pour t'aider, ou en quoi il te... Déjà il me supporte, donc déjà c'est énorme. Non mais c'est un peu ma béquille. C'est un peu ma béquille. Lui aussi il m'a sauvée. Mais il a tout supporté, il a tout vu. Il est là quand ça va pas, quand je gueule, parce que quand je suis là, quand je suis en train de gueuler sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a telle ou telle chose qui se passe et qui me plaît pas, il est là et il me soutient. Quand j'ai envie de lui parler, il est là aussi. C'est une oreille, et puis il essaye aussi quand ça va pas de me changer les idées. Il fait comme il peut. Et lui aussi, il a ses problèmes. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que toi, tu minimises pas les problèmes des autres. Oui, lui, ça va être ses problèmes au travail, ou ce genre de choses. Donc moi aussi, j'essaye de l'écouter, quand il m'en parle, j'essaye de l'écouter aussi. Et c'est des problèmes aussi, donc je comprends totalement. Est-ce que tu as essayé de faire d'autres styles de médecine, je sais pas, de l'hypnose ou des choses comme ça, ou de la méditation, des choses comme ça, pour essayer de vaincre la dépression? C'est des choses qu'on m'a conseillées, mais j'ai pas eu l'occasion. J'attends de voir à Lyon comment ça ira, comment ça va se passer, et selon, je verrai s'il y a besoin ou pas. Ma psy m'a donné des numéros déjà d'autres psys à Lyon, donc que je pourrais appeler quand je serai arrivée pour
pour continuer à avoir quelqu'un. Maintenant, j'attends de voir. Et du coup, pour finir, Lyon, c'est pour toi vraiment une page qui se tourne, une nouvelle étape. Qu'est-ce que tu en attends? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que oui, c'est une page qui se tourne de toute façon. Hein. Voilà, c'est même pas que la page Bataclan. C'est vraiment 12 ans de ma vie là qui se termine, qui se termine dans 4 jours. Mais je pense que j'attends énormément de choses et je verrai. J'espère que ça ira mieux. J'espère que je vais pouvoir avoir une vie complètement différente et puis j'espère juste que ça sera mieux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que tout se passe bien à Lyon et que mon déménagement se passe bien. Et ça veut dire quoi, une vie où tout se passe bien? Ce sera une vie où je pourrais prendre le métro, où je pourrais aller à des concerts à la Halle Tony Garnier et retourner au ciné tranquillement. Avoir une vie normale.